Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de tout ce que j'ai lu sur le mois de juin et ça va être assez rapide. Vous l'avez sûrement vu sur la miniature de cette vidéo, mais il y a très peu de livres au programme puisque, petit récap du mois, mais je n'ai lu que 4 romans sur le mois de juin. En réalité 4,5 puisque je suis en cours de lecture d'un livre que j'ai commencé en juin mais je l'ai toujours pas terminé, donc je vous en parlerai sur le bilan du mois de juillet. Et figurez-vous que sur ces 4 livres, oui, il y a bien un abandon. J'ai bien lu 2125 pages, ce qui est environ 1000 pages de moins que d'habitude, mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'ai repris un emploi en 35 heures à temps complet depuis le 1er juin, donc forcément ça se ressent sur mon rythme de lecture. Au niveau format, j'ai lu un livre en audio, 0 e-book et donc 3 en format papier. D'ailleurs, ils faisaient tous partie de ma pile à lire physique. Pour ce qui est de la moyenne, j'ai fait comme le mois dernier, une moyenne si je mets 0 à mon DNF et une moyenne si je ne note pas mon DNF. Donc si on compte sur les 3 lectures que j'ai fait, la moyenne est évidemment assez haute puisqu'on est sur 4,16 étoiles. Mais si je mets 0 à mon abandon, on passe sur une moyenne à 3,12. Et enfin, si on regarde un petit peu plus dans le détail ce que j'ai lu, il n'y a aucun livre en anglais pour ce mois-ci. Ceci dit, j'ai quand même terminé une série et j'en ai avancé une autre. Je me suis mise à jour en réalité dans une autre. C'est une série qui est toujours en cours, mais le tome suivant n'est pas paru en français, donc je suis à jour, c'est quand même assez rare. Et je n'ai ni commencé ni abandonné une série. Sur ce, je vous propose qu'on voit un petit peu plus dans le détail ce que j'ai lu au mois de juin. Et pour moi, le mois de juin, niveau lecture, a commencé assez tard puisqu'en réalité, tout début juin, j'ai terminé Golden Son, le 2e tome de la série Red Rising de Pierce Brown. Je l'ai terminé le 4 juin, fin de journée, et à partir du 5 juin, j'ai démarré le 3e et dernier tome du premier cycle, Morning Star. J'ai décidé de les enchaîner parce que si je ne le faisais pas, je risquais de le laisser un peu trop traîner, voire d'avoir un peu de mal à y retourner. Donc j'ai préféré ne pas me laisser de temps mort et enchaîner directement. De toute façon, la fin du tome 2 était beaucoup trop explosive avec un gros cliffhanger. Je pouvais pas rester comme ça, il fallait que je continue. Et franchement, là encore, je me suis régalée. Je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5, comme le premier tome et comme le 2e tome. Finalement, ça aurait été une saga assez constante, mais quand même loin d'être parfaite. On est sur un 3e tome qui nous délivre une vraie fin. On peut très bien s'arrêter avec Morning Star, ne jamais continuer la suite, le 2e cycle et être satisfait. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'hésite un petit peu à faire ça. Et globalement, ça reste assez égal avec ce que je pensais du tome 1 et du tome 2, que ce soit pour le positif comme pour le négatif. Ceci dit, on a quand même beaucoup moins ce côté humour pipi caca dont je vous parlais sur le premier tome. On le retrouvait un petit peu dans le 2e tome et là aussi on le retrouve un petit peu, mais ça reste vraiment léger. C'est au travers d'un seul personnage. Un personnage qui franchement m'aura tapé sur le système au début pour une raison particulière qui peut être compréhensible, mais c'était un peu too much. Et après, heureusement, il y a une discussion, une conversation qui s'enclenche avec les autres personnages et finalement après ça va mieux. Petit bémol aussi, toujours avec le style d'écriture de Pierce Brown qui est pas révolutionnaire, qui est pas transcendant, c'est pas grave, je ne lui en veux pas, mais là où le bas blesse pour moi, c'est au niveau du world building. Arrivé à la fin du tome 3, il y a toujours certaines choses que je ne comprends pas, je ne visualise pas forcément les armes ou les vaisseaux, les dispositions de certaines choses. C'est toujours assez flou, ça ne m'empêche pas du tout de comprendre ce qui se passe, mais c'est quand même un peu frustrant. Et j'ajouterais que pour ce tome 3, malheureusement, c'était un peu trop long pour moi. J'y aurais bien enlevé 50-100 pages où on tournait un peu en rond, où notre personnage principal s'apitoie toujours sur son sort. C'était déjà le cas dans le tome 1, dans le tome 2, bon là ça change pas. Et forcément, c'est parfois un peu ennuyant pour moi. Ceci dit, pour ce qui est du positif, on a toujours des plot twists, des rebondissements, des renversements de situation que je n'attends pas, et quelque chose que j'apprécie énormément, je me suis fait manipuler, moi lectrice, par l'auteur et par Darrow, notre personnage principal. Je vous avoue que je me suis quand même régalée avec ce tome 3. Et globalement, c'est une série que je peux vous conseiller si, comme moi, vous êtes fan d'enjeux politiques, de machination et de gros rebondissements. Ceci dit, encore une fois, c'est quand même pas la série de tous les temps non plus. En parallèle, je me suis lancée dans l'écoute de 12 ans après, le 3e tome dans la série Frankie Elkin, écrite par Lisa Gardner. Un roman qui était dans ma pile à lire audio depuis le mois de janvier et qui était aussi dans la sélection du prix Babelio dans la catégorie Polar et Thriller. Donc je me suis dit que j'allais l'écouter pendant mes trajets aller-retour au travail. Et écoutez, je me suis régalée. C'est tout simplement mon 5 étoiles du mois de juin. Vous le savez, j'aime énormément le personnage de Frankie Elkin qui est notre personnage principal, une femme d'une 40aine d'années.
ex-alcoolique qui parcourt les États-Unis à la recherche de personnes disparues pour le bien de leur famille. Elle fait ça de façon bénévole, elle n'est pas du tout ni dans la police, ni détective privé, ni quoi que ce soit. Elle a juste un talent qu'elle a décidé, il y a plusieurs années en arrière, de mettre au service des personnes qui en ont réellement besoin. Moi j'aime ce personnage parce qu'elle est très vulnérable, mais elle ne s'en cache pas. Alors oui, elle a des défauts, mais elle ne va jamais essayer de les cacher, au contraire, elle va les mettre en avant, et ça en fait un personnage vraiment hyper intéressant à suivre. Et dans 12 ans après, ça se passe quelques mois après Dernière soirée, l'opus précédent. Ça a son importance puisque ça a changé une partie de la personnalité de Frankie, et celle-ci est contactée par une tueuse en série par le biais de son avocate pour retrouver sa petite sœur disparue il y a 12 ans. Et pour ce faire, Frankie va être envoyé sur un petit atoll au large d'Hawaï, une île absolument paradisiaque, ou presque, pour pouvoir mener son enquête. Et encore une fois, j'ai tout adoré ici. J'ai adoré le décor en huis clos sur cet atoll isolé qui sent bon les tropiques mais qui est absolument terrifiant puisque quand même assez inhospitalière. On parle quand même de crabes gigantesques, d'araignées qui font la taille d'un poing, d'une forêt tropicale où toute communication avec le monde extérieur est impossible, mais on a aussi une équipe de personnes assez hors du commun qui travaillent sur cette île et qui sont tous assez suspects. Ils ont beau ne pas avoir de lien avec l'affaire qui amène Frankie sur cette île, ils sont quand même tous un peu louches. Donc forcément, nous lecteurs, on ne sait pas à qui se fier et on essaie de découvrir un petit peu les secrets de tout le monde. Et cerise sur le gâteau, j'ai apprécié la situation dans laquelle se trouve Frankie, puisqu'ici elle est quand même là sur la demande d'une tueuse en série. Donc il y a un vrai problème éthique pour elle qui se pose, où elle n'apprécie pas du tout l'une des personnes pour lesquelles elle travaille. Puisque elle considère qu'elle travaille pour la personne disparue, mais elle rend service quand même à la tueuse en série. Et autre fait qui change un petit peu, d'habitude Frankie, elle mise tout sur sa propre personnalité, elle mise tout sur le fait que c'est une ex-alcoolique et qu'elle en parle. Elle ne s'en cache pas, au contraire, elle montre vraiment ses problèmes. Elle joue constamment la carte de la franchise et dans chaque enquête, quand elle déboule, elle dit « Je recherche telle personne, aidez-moi, je suis là pour la retrouver ». Alors qu'ici, elle est envoyée incognito sur cette île et elle doit mener son enquête en gardant secrète sa mission de recherche. Pour moi, écoutez, tout simplement, c'était génial, même la fin, j'ai adoré, elle m'a renversée, je suis restée scotchée, je m'y attendais pas du tout, et l'audio, encore une fois, je le trouve aussi formidable. Je me suis rendu compte, il a fallu quand même de nombreuses années maintenant, pour que je comprenne que finalement, ce qui marche en audio avec moi, c'est le thriller. Hormis les Dungeon Crawler Cards, il n'y a que comme ça que j'apprécie une lecture audio. Donc je pense que je vais rester sur des écoutes de thrillers domestiques, de polar peut-être, pour apprécier mes lectures en audio. Et franchement, je ne peux que vous conseiller 12 ans après, et même globalement, la série Frankie Elkin. À mon sens, il n'y a que le premier tome qui est assez moyen. Le deuxième, Dernière soirée, je l'avais adoré. Le troisième, 12 ans après, je l'adore et j'ai hâte de voir ce que proposera Lisa Gardner avec Frankie dans le 4e opus. Une fois que j'ai terminé Morningstar en lecture papier, je me suis lancée dans L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, un roman qui était dans ma palle depuis plusieurs années maintenant et qui m'intriguait. J'avais déjà découvert Rebecca de la même autrice que j'avais moyennement aimé. J'avais aimé le plot twist, mais je m'étais ennuyée, j'avais trouvé ça assez long. Mais j'avais très envie de retenter l'autrice avec un autre de ses titres. Et L'Auberge de la Jamaïque me semblait plutôt pas mal, puisqu'on va y suivre notre personnage principal qui s'appelle Marie, qui est depuis peu orpheline et qui décide de rejoindre sa tante, qui est la femme du propriétaire de l'Auberge de la Jamaïque justement, une auberge qui se trouve sur une côte désolée de l'Atlantique. On nous dit d'en résumer et on s'en rend compte très rapidement sur la première dizaine de pages. Le mari de la tante, monsieur Joss Merlin, est un personnage assez violent. On va vite se rendre compte qu'il a la main mise sur sa femme et qu'il sème carrément la terreur dans les environs. Comme Rebecca, finalement, ce roman c'est un peu un ancêtre des thrillers. Ou si vous voulez, un thriller avec une plume assez recherchée et un style un peu suranné quand même. J'ai beaucoup aimé notre personnage principal de Marie, qui est une jeune femme qui clairement ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est courageuse, elle veut tout faire pour sauver sa tante, pour se sauver elle-même. C'est clairement pas un personnage qui va se laisser faire, qui va se laisser porter par le courant. Tout de suite, elle va s'opposer à son oncle et elle va être en contradiction avec lui. J'ai aussi adoré, détesté le personnage de Joss, son oncle par alliance, qui est je pense l'un des pires méchants que j'ai jamais rencontré, c'est vous dire.
Sur la 4e de couverture, il est noté « Dans la grande tradition romantique des sœurs Brontë, l'auteur de Rebecca nous entraîne au cœur d'un pays de landes, de marées, battues par les tempêtes. » Et c'est exactement ce que j'y ai retrouvé. Une ambiance très britannique, très descriptive sur les paysages de la côte, et ça se passe courant 19e siècle. Donc vraiment cette ambiance un peu surannée, très classique de la littérature anglaise, on va le retrouver ici. Ceci dit, je l'ai trouvé quand même assez long. C'est vraiment le problème pour moi. Je l'ai trouvé long, un peu répétitif, un poil prévisible de par la révélation qui arrive sur la fin. Et ouais, j'avoue aussi un poil déçu par la fin. Mais bon, je l'ai enfin sorti de ma palle, c'est quand même pas négligeable. Et enfin, on arrive à la dernière lecture que j'ai terminée sur le mois de juin. Vous le voyez venir puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais j'ai sorti de ma pile à lire Warbreaker de Brandon Sanderson, qui était dans ma palle depuis plusieurs années, qui était dans ma palle ultime pour la seconde année consécutive, et qui était dans ma palle de juin grâce au prompt relique de ma palle, et qui est aussi l'abandon du mois. Ouais, vous ne rêvez pas. Warbreaker de Brandon Sanderson est une déception et j'ai lâché l'affaire. J'ai laissé mon marque-page pour vous montrer. Je suis arrivée au chapitre 19, à la page 299, et j'ai abandonné parce que je n'en pouvais plus. Je remets le marque-page par réflexe, mais en vrai, ça dégage. Je me forçais à découvrir d'abord Warbreaker pour ensuite me lancer dans des séries de l'auteur qui sont ancrées dans le Cosmere, puisqu'ici c'est quand même l'une des meilleures portes d'entrée pour ce monde-là. Et moi, Brandon Sanderson, je n'y connais rien, donc j'écoute ce que les gens disent et je lis Warbreaker. Grosse déception, comme je vous le disais. Pour ce qui est du résumé, on va suivre plusieurs points de vue, plusieurs personnages. Il y a Ciri, la princesse un peu rebelle, qui se retrouve mariée de force au dieu souverain d'un royaume opposé. Mais on va suivre aussi le personnage de Vivenna, qui est sa sœur aînée, celle qui était censée épouser ce souverain, qui a été éduquée et formée pour ça, et qui est complètement laissée sur le banc de touche. Mais on va aussi suivre le point de vue de Chanteflamme, qui est l'un des dieux qui, en fait, fait partie de la cour de ce dieu souverain, et qui clairement est un dieu qui ne sait pas ce qu'il fout là. Et on suit aussi très ponctuellement le personnage de Vacher, qui, si j'ai bien compris, est un mercenaire, et je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus puisque sur 300 pages, je l'ai rencontré 2 fois uniquement. L'une d'entre elles, c'était dans le prologue. Et pour ce qui est du world building, c'était hyper prometteur puisque dans ce monde-là, il existe la magie biochromatique du souffle, qui est un peu comme une énergie vitale que les personnages vont prendre sur d'autres personnages avec leur accord seulement. Tout le monde naît avec un souffle, mais vous pouvez au fil de votre vie, au fil de vos aventures, au fil de vos demandes et au fil de vos achats parfois, cumuler 500, 1000, plusieurs milliers de souffles qui vont vous donner la possibilité, la capacité d'ensuite donner vie à des objets inanimés. Et il y a aussi une histoire de changement de couleur, mais pour là où je me suis arrêtée, c'était toujours pas approfondi. C'était assez sympa, mais je voyais pas encore très bien comment ça fonctionnait. Je vous avoue qu'au bout de 300 pages sur quasiment 1000, on se répète constamment. Je n'en pouvais plus. Et quand je vous dis qu'on se répète constamment, c'est que Ciri, le personnage de la princesse rebelle, elle ne sait que dire qu'elle est une princesse inutile, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle n'a pas été formée, elle sait pas ce qu'elle doit faire, et son quotidien dans cette nouvelle cour, c'est de s'ennuyer et d'attendre le soir pour rejoindre le dieu souverain dans son lit. Et le personnage de Chanteflamme, qui est l'autre point de vue qu'on suit le plus souvent avec Ciri, lui aussi il est à la cour, lui aussi il s'ennuie, lui non plus il sait pas ce qu'il fout là, il se trouve lui aussi inutile et de toute façon il ne veut pas travailler, il ne veut pas faire son travail de Dieu puisqu'il ne croit pas en Dieu. Ça aurait pu être hyper intéressant, mais c'était répétitif au possible. Les journées de Ciri et ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle ressasse dans sa tête, c'est toujours la même chose. Pareil pour Chanteflamme, au point même où il a 2 conversations avec une autre déesse. Et ces 2 conversations, on peut limite faire un copier-coller, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc moi là, au bout de 300 pages, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Je voyais le mois passer et mes lectures ne pas avancer. J'ai passé quasiment une semaine sur ces 300 pages pour finalement être hyper ennuyée. J'en étais arrivée à un point où je ne voulais plus lire. Je ne voulais plus me dire, ok, je me prends 1 heure, je sors mon bouquin, je m'installe et je lis. Je voulais plus. Ou en tout cas, je voulais lire autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé tomber Warbreaker, je le mets de côté.
Peut-être que je le reprendrai si jamais vous me dites non mais vraiment ça va se débloquer, fonce. Mais franchement j'y crois pas. Du coup oui, j'ai laissé tomber ce gros pavé qui est dans ma palle depuis des années. J'ai abandonné un roman hyper populaire de fantasy et de surcroît un roman d'un auteur hyper populaire. On peut pas mieux faire. Si vous avez lu Warbreaker, dites-moi absolument dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que à partir de la page 299, il faut que je reprenne et que je me lance, que je me foute peut-être un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir le continuer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que moi je suis même carrément allée voir des avis sur Babelio de personnes qui lui ont mis 1 étoile, 2 étoiles, voire 3 étoiles, en me disant que ce sont des personnes qui l'ont autant apprécié que moi, c'est-à-dire très très peu. Et j'ai retrouvé exactement les choses que je pensais pendant la lecture. Vraiment, dites-moi, Warbreaker, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que pour moi, c'est un gros letdown, ça vaut vraiment pas le coup et c'est surhypé pour rien. Du coup, ça m'a énervée et j'ai commencé, je vous le mentionne juste parce que je l'ai pas terminé, mais j'ai commencé La Cité de Jade, le premier tome de la trilogie des Eaux Émeraudes de Fondali. Un vlog est en cours sur cette lecture puisque c'est le roman que vous aviez choisi dans le book haul précédent. Donc je vous retrouve très bientôt, normalement c'est la prochaine vidéo qui sort pour parler de cette lecture. Et je vous avoue tout, ça se passe super bien. c'est peut-être pas un coup de cœur, mais ça se passe super bien. C'est lent, mais ça vaut le coup et je me régale. Alors que là, c'est lent et ça vaut pas du tout le coup. Je répète, hein, mais c'est lent et ça vaut le coup. C'est lent et ça vaut pas le coup. Bref, voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez tout sur ce que j'ai fait sur le mois de juin. J'ai pas lu grand chose, mais j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai encore fait le grand écart, de l'abandon au 5 étoiles coup de cœur. Je me suis ennuyée avec certaines lectures et j'en ai vu de toutes les couleurs niveau rebondissement avec d'autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est sur ces belles paroles que je vais conclure cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et cette fois-ci, au lieu d'un emoji, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quelle est votre couleur préférée. Je dis ça par rapport à Warbreaker, puisqu'il y a une histoire de couleurs. Et même si ça n'a rien à voir avec les couleurs préférées, moi j'ai envie de savoir, quelle est votre couleur préférée? Moi c'est le rose, ou le vert, ou le pourpre aussi. Enfin ça dépend. Et avec tout ça, je vous le rappelle une dernière fois, mais à partir de maintenant, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine, le samedi à 10 h. Et donc vous l'avez compris, je vous retrouve samedi prochain à 10 h pour parler de La Cité de Jade. Allez, bye bye!